Bonjour Agnès Evren. Bonjour. Sébastien Lecornu poursuit cette semaine ses consultations, hier avec les syndicats, demain ce sera avec la gauche. Depuis sa nomination, il a adressé des signaux justement à sa gauche, sur les jours fériés, sur la justice fiscale, sur une meilleure répartition des efforts. Il n'a pas dit un mot sur la sécurité, sur l'immigration. Est-ce que ça vous inquiète ? Oui, bien sûr, ça nous inquiète parce que nous avions accepté il y a un an d'entrer au gouvernement. Mais désormais, nous voulons changer de méthode. Nous considérons qu'aujourd'hui, nous devons, sur des sujets qui nous tiennent à cœur et qui tiennent à cœur notre électorat, avoir véritablement des résultats. Lesquels ? Sécurité et migration, rien n'a été dit dans le précédent interview. Ensuite, sur les questions budgétaires, évidemment, nous allons également avoir des exigences, même si nous n'avons pas de lignes rouges, mais des lignes vertes. Nous voulons des compromis parce qu'il faut faire voter un budget, mais pas de compromission. Alors, vous n'avez pas de ligne rouge, mais des exigences. Imaginons, est-ce que vous accepteriez, par exemple, de suspendre la réforme des retraites en 2026 pour faire trancher la question en 2027 lors de la présidentielle? C'est la proposition de François Hollande. Est-ce que pour les Républicains, c'est acceptable? Écoutez, la suspension immédiate de la réforme des retraites serait une faute politique absolument majeure. L'enjeu, c'est la survie de notre système par répartition. Donc laissons ça de côté et voyons en effet en 2027 pour des sujets qui sont aussi structurants pour la France. Vous savez, sur les économies qui sont demandées par l'ancien Premier ministre François Bayrou, nous considérons par exemple que 44 milliards d'économies n'est pas un totem. On peut aujourd'hui le baisser en l'absence de majorité. La barre est quand même assez haute. Est-ce que, par exemple, vous pourriez tomber d'accord sur un chiffre aux alentours de 30 milliards, par exemple? 35 milliards, 36 milliards, parce qu'en fait, on reste dans les clous en fait, des engagements européens. Mais pour ça, il faut évidemment trouver des économies ailleurs. Nous considérons par exemple que la taxe Zuckman est une ineptie absolument dangereuse et nous n'en voulons pas. Alors, justement, cette taxation des ultra-riches, la taxe Zuckman, c'est grosso modo prélever 2% des 1800 foyers les plus riches. Mais est-ce que vous êtes quand même prêt à un compromis? Est-ce que vous êtes quand même prêt à dire que les ultra-riches, eux aussi, doivent participer à l'effort? Bien évidemment, bien évidemment. Et nous proposons, nous, un dispositif sur lequel nous travaillons, d'ailleurs dans la feuille de route qui sera proposée au Premier ministre, pour un dispositif donc d'anti-optimisation fiscale des plus riches. C'est tout à fait normal, puisqu'aujourd'hui, on voit bien, il y a une smicardisation de la société, il y a 9 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et d'ailleurs, l'annonce du Premier ministre de la suppression des privilèges va dans ce sens-là. On ne peut pas d'un côté demander aux Français, par exemple, de rogner sur leur qualité de vie avec les 2 jours fériés, et d'un autre côté de voir qu'il y a des premiers ministres comme Lionel Jospin qui ne sont plus premiers ministres depuis 28 ans et qui continuaient d'avoir des privilèges. C'est symbolique, mais c'est utile. Donc vous dites, ce n'est pas de la démagogie, c'est une forme de modernité. C'était important qu'il y ait aussi des symboles, notamment sur ces privilèges à vie? Oui, absolument. Alors après, ce n'est pas ça qui va permettre de réduire nos déficits. Mais encore une fois, l'État doit être aujourd'hui exemplaire. Exemplaire, il doit se serrer la ceinture et arrêter de ponctionner systématiquement les Français qui travaillent et qui sont asphyxiés en fait par une fiscalité très lourde. Pourquoi ? Parce que l'État dépense trop. Et donc là, c'était un exemple, encore une fois symbolique, de dire l'État a conscience en fait qu'il est un peu trop dépensier. Donc vous approuvez aussi ce qu'a dit le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy-de-Galhau, qui se dit favorable à des mesures anti-optimisation fiscale sur les hauts patrimoines dans le budget 2026. Pour vous, c'est aussi un geste que doivent faire les plus riches? Oui, absolument. Ils le disent eux-mêmes d'ailleurs. Et nous voulons aussi, justement, dans le cadre de ce budget, il faut aller faire aboutir la réforme de l'assurance chômage. Aujourd'hui, on a un social-étatisme qui arrive à bout de souffle. Et parfois, la solidarité se substitue tout simplement à l'assistanat, en fait. Il faut arrêter d'assister les gens et les réinciter à travailler. C'est dans ce sens-là, évidemment, que nous voulons travailler avec le Premier ministre. Mais qu'est-ce qui serait un casus belli? Un casus belli, c'est la proportionnelle. Parce que c'est très simple. Aujourd'hui, nous considérons qu'il y a une majorité nationale en France qui sont sur les idées en fait, de la droite. Moins d'impôts, plus de sécurité, moins d'immigration. Et donc, on avait eu, nous, la dernière fois, tout simplement la proportionnelle, la fin de vie. Sur ces sujets-là, encore une fois, nous ne transigerons absolument pas. Nous voulons que les sujets qui font consensus
soit mise sur la table avec le Premier ministre. Et vous le disiez au début, sécurité et immigration. La sécurité, les Français demandent un vrai tour de vis, notamment sur les sanctions. Nous voulons par exemple qu'il y ait des peines courtes dès le premier délit, par exemple. Nous voulons également sur l'immigration, qui est hors de contrôle aujourd'hui, qu'il y ait des centres de rétention pour... davantage de centres de rétention pour les étrangers dangereux. Sébastien Lecornu pourra annoncer son gouvernement peut-être d'ici à la fin de la semaine, peut-être dimanche. Il y avait dans le gouvernement Bayrou 7 ministres issus de la droite. Est-ce qu'il doit y en avoir davantage ? Écoutez, peu importe le nombre, ce qui compte, c'est que nos convictions soient respectées. Nous n'accepterons pas de nous brader et qu'encore une fois, on puisse viser l'efficacité de ce gouvernement parce qu'il nous reste en fait 20 mois. 20 mois, et là, il y a une étape indispensable, c'est le vote du budget. Et donc, peu importe le nombre de ministres LR, encore une fois, ce qui compte, c'est que nous ayons des incarnations au sein du gouvernement, peu importe le nombre de... C'est la qualité, en fait, des ministres qui compte. Donc, si je fais le casting, pour vous, Bruno Retailleau doit rester à l'intérieur ? Bien évidemment. Bien évidemment, il incarne la droite au sein du gouvernement. Et est-ce que Laurent Wauquiez, qui est le patron des députés à l'Assemblée nationale, des députés républicains, doit y entrer aussi au gouvernement ? Bien, écoutez, moi, je pense que oui, il doit y entrer. S'il le souhaite, évidemment, c'est à lui de le décider. Mais il est vrai qu'il a aussi un rôle important à l'Assemblée nationale. Mais s'il le souhaite, pourquoi pas ? Laurent Wauquiez, qui a signé la pétition pour un référendum sur l'immigration lancée par Philippe de Villiers, est-ce que vous approuvez ? Mais écoutez, pourquoi pas ? Vous savez, le sujet de l'immigration est absolument crucial. 75% des Français aujourd'hui considèrent que la France a une politique migratoire qui est beaucoup trop laxiste. Et donc, peu importe qui est le signataire, ce qui compte, enfin, c'est d'aboutir et d'avoir des résultats. Moi, je ne suis pas dans le dogmatisme dans ce domaine-là, je suis dans le pragmatisme, parce qu'on a un vrai sujet d'intégration et d'assimilation. Nos capacités aujourd'hui d'intégration et d'assimilation sont saturées. Et donc, soyons efficaces. Il faut signer des tribunes, pourquoi pas. Mais ce qui compte, encore une fois, c'est le résultat. Vous ne l'avez pas signé, cette pétition ? Non, je ne l'ai pas signé, on ne me l'a pas proposé, je ne l'ai pas signé. Et on sait que ce référendum sur l'immigration, à ce stade, n'est absolument pas constitutionnel. Ça ne pose pas un problème de signer une pétition pour quelque chose qui, de fait, ne peut pas exister en l'état ? C'est assez cohérent parce que lorsqu'Éric Ciotti était déjà président des LR, il avait proposé un référendum sur l'immigration. Et donc voilà, franchement, je pense que c'est un peu une tempête dans un verre d'eau. Ce qui compte, encore une fois, c'est les résultats qu'on va pouvoir obtenir d'ici 20 mois dans le cadre de ce nouveau gouvernement. Un dernier mot sur Olivier Faure, qui veut pavoiser les frontons des mairies du drapeau palestinien le 22 septembre. Ce sera le jour de la reconnaissance par la France de l'État palestinien. Vous trouvez que c'est une bonne ou une mauvaise idée ? Écoutez, pourquoi pas mettre les deux drapeaux ? Aujourd'hui, on n'a pas besoin de mettre de l'huile sur le feu. Il faut arrêter cette instrumentalisation. La position historique de la France était la reconnaissance de 2 États. C'est ce qui va se produire. C'est vrai que le timing a un peu surpris, mais encore une fois, le sujet est extrêmement sensible et soyons extrêmement attentifs. On a encore des otages à Gaza et je pense que la priorité des priorités, c'est de rester sur l'idée de libérer ces otages plutôt que de pavoiser des mairies avec le drapeau palestinien, mettons celui aussi d'Israël. D'accord, donc vous dites pas non, vous dites comme Jérôme Guedj, pourquoi pas s'il y a les 2 drapeaux. Voilà, exactement. En revanche, s'il n'y a pas les 2 drapeaux, vous dites plutôt... Absolument, plutôt non, parce que ça met de l'huile sur le feu et c'est absolument, inutile de participer à cette escalade.